juste après ou il va te lancer, t'inquiète pas. Tu stresses pas comme ça, d'habitude pourtant. Ben oui, mais... Qui c'est qui? C'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour où? Pour les épreuves? Quoi? C'est le Père Noël? Non. Allez, tu l'entends ta sonnerie? Ouais. Tu l'entends? Je vais boire, je vais vous au café. Hein. On peut se lâcher. Tant pis. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Une nouvelle émission, le bar de l'économie aujourd'hui jusqu'à 11 h. Des invités, de l'actualité chaude, bouillante. Oui, c'est cela Christophe. Merci beaucoup pour ce passage de micro et je vois que vous êtes en très grande forme et de bonne humeur comme d'habitude. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi 4 novembre et c'est Dominique Flora qui est au micro. Je suis accompagné de Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Salut. Et nous sommes ensemble de 9h30 à 11h pour une belle émission que j'ai préparée pour vous. Alors vous le savez déjà, mais je vous le rappelle que pour nous suivre, vous pouvez vous connecter sur le vidéo live de Facebook, page barre de l'économie, le site internet idfm98.fr ou tout simplement nous écouter en FM 98.0. Et puis si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez aussi le faire, c'est sur la chaîne YouTube, page barre de l'économie. Alors au programme du bar de l'économie, aujourd'hui nous allons parler des jeunes, plus particulièrement de ceux qui ont entre 16 et 25 ans et qui sont en pleine démarche d'insertion professionnelle. La situation sanitaire actuelle avec le Covid-19 complique la vie des entreprises, des commerçants. Les systèmes éducatifs ont dû eux aussi s'adapter. Eh bien, nous verrons ce qu'il en est pour ces jeunes qui veulent tout simplement avoir un emploi. Nous parlerons également de sport loisir avec le football indoor, des conséquences des mesures sanitaires sur une entreprise du monde sportif qui s'est lancée il y a peu de temps, qu'il y a plus d'une dizaine d'années et qui était en plein développement. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tout cela dans quelques instants. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mes invités en leur disant tout d'abord un grand merci pour avoir répondu présent à leur invitation et pour être venus physiquement dans nos studios aujourd'hui. Alors nous sommes avec David Potrel, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de la mission locale Vallée de Montmorency, vous occupez ce poste à temps plein depuis une dizaine d'années, vous portez la politique publique de l'État. Auparavant, vous dirigiez une agence de travail temporaire et vous avez comme formation un diplôme dans la restauration. Alors nous voyons que c'est un parcours qui est riche d'expérience. Écoutez, vous nous expliquerez tout cela et ce que ça vous a permis de faire aujourd'hui. Séverine Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de la relation entreprise au sein également de la mission locale Vallée Montmorency. Comme son nom l'indique, votre rôle consiste à resserrer et renforcer les liens entre les jeunes, demandeurs d'emploi et les entreprises. Vous nous expliquerez cela en détail, comment vous faites, quels sont les résultats que vous avez obtenus et aussi quels conseils vous donnez aux jeunes. Et Joseph Viéville, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef d'entreprise, vous êtes cofondateur de la société Le Five, que vous dirigez avec vos associés Guillaume de Belmas et Tony Jalinier. Le Five, c'est un concept de centre de foot indoor où l'on pratique le foot par équipe de 5 sur du gazon synthétique. Mais c'est aussi un lieu très convivial où l'on peut se retrouver entre amis, on peut y organiser des soirées, des séminaires, des tournois, des anniversaires. Vous nous expliquerez comment est né votre projet et comment vous l'avez développé, car aujourd'hui, au-delà du football, vous proposez également la pratique du padel et vous avez de mémoire 40 centres installés. Tout à fait. Et surtout, vous nous parlerez de la situation actuelle que vous subissez, où tous vos centres sont fermés pour des raisons de crise sanitaire. Alors, je vous propose de poursuivre avec les infos du jour. J'en ai sélectionné 4 pour vous aujourd'hui. La première, c'est bien sûr les élections du président aux États-Unis. Des dizaines de millions d'Américains se sont rendus aux urnes mardi pour choisir qui du président sortant Donald Trump ou du candidat démocrate Joe Biden passera les 4 prochaines années à la Maison-Blanche. Il faut savoir que c'est près de 100 millions de personnes qui ont déjà voté par anticipation. Et ce qui est important aussi, c'est 3 fois plus qu'en 2016. Alors les bureaux de vote ont fermé dans la plupart des États, mais comme chaque État dispose d'un calendrier spécifique concernant le dépouillement des votes par correspondance, le dépouillement complet pourra prendre un certain temps. Les derniers États ont fermé en Alaska, les derniers bureaux ont fermé en Alaska aujourd'hui à 7h du matin, heure de Paris. Alors je rappelle qu'aux États-Unis, le système pour élire le président est différent de celui de la France.
En effet, c'est un collège électoral composé de 538 électeurs, grands électeurs, qui désignent le président. Et pour être élu, un candidat doit obtenir les voix d'au moins 270 d'entre eux. Chaque État disposant d'un certain nombre de grands électeurs. Et dans les faits, une majorité d'États présente peu d'enjeux pour les candidats qui bénéficient d'une base électorale suffisante pour s'y assurer la victoire. En fait, les candidats se focalisent alors fortement sur certains États pour les faire basculer à l'avantage. C'est ce qu'on appelle les États pivots. À titre d'exemple, c'est le cas de la Floride ou du Minnesota. Cela étant, ce matin, les premiers résultats montrent que l'élection sera extrêmement serrée, chaque candidat se félicitant des résultats par État. Joe Biden a pris la parole à 6h45 heure de Paris avec un message d'optimisme remerciant ses électeurs en leur disant que rien n'était encore joué mais qu'il pensait gagner les élections. Réaction immédiate de Donald Trump dans la foulée via un tweet où, je le cite, « Ils essayent de voler ces élections, nous ne les laisserons pas faire ». Un dernier point à relever, c'est le fait que les sondages prévoyaient une large victoire de Joe Biden. Eh bien, les sondages se sont trompés. Les résultats seront très serrés et pour l'instant, les deux candidats se rendent coup pour coup sur les réseaux sociaux. Alors attendons les derniers résultats et comme ils disent là-bas, wait and see. Deuxième information, ça concerne en fait la SNCF. Nous revenons en France. La SNCF va réduire de 70% le nombre de TGV en circulation. En effet, pour faire face à la baisse rapide de fréquentation, l'entreprise va repasser en mode confinement en réduisant peu à peu son offre de trains à longue distance. Sur les lignes à grande vitesse, l'offre sera diminuée progressivement pour s'établir dès demain à 30% des fréquences habituelles. Côté TGV internationaux, les Thalys, Belgique, Pays-Bas passent aussi à 30% de l'offre habituelle et les Eurostar qui sont sinistrés depuis le printemps dernier restent à 15%. Et puis si vous devez vous déplacer en province, eh bien, les trains intercités réduits à la portion congrue entre un aller-retour quotidien pour Paris-Toulouse ou Paris-Brive et 2 allers-retours quotidiens entre Paris-Clermont ou Bordeaux-Marseille sur les lignes principales. Tout ça est mis en place à partir de jeudi 5 novembre. Alors bien sûr, les personnes ayant réservé une place dans un train annulé en seront informées 48 heures avant le départ initialement prévu et replacées dans un autre train sans frais. Et la SNCF s'engage d'ailleurs à ce que tous les billets achetés jusqu'au 4 janvier puissent être annulables et remboursables gratuitement. Une réaction, Joseph, peut-être, sur ce sujet-là, parce que c'est une entreprise qui se met en état de confinement également. Oui, on se disait, est-ce que je me... Pardon. Proche du micro. Autant pour moi. Oui, non, c'est un service minimum que la SNCF assure. Je pense que les Français vont avoir besoin de se déplacer. Moi, ce que je me dis, pour faire un parallèle qui m'intéresse avec le Five, c'est vrai qu'on aurait bien aimé nous aussi avoir un service minimum parce que les Français ont aussi eu besoin de faire du sport. Cette logique de maintenir une activité partielle dans plusieurs domaines, je pense qu'elle est à travailler un peu plus, à pousser un peu plus, parce qu'il y a des services et des actions essentielles à maintenir dans ce pays si on ne veut pas courir à une catastrophe qui arrive très vite. Merci Joseph Viéville. On reviendra justement sur le cas de votre entreprise parce que vous n'êtes pas en situation minimum, vous êtes complètement fermé. Alors la troisième info, elle est aussi sur les transports, mais elle est différente. En fait, c'est le rachat de Mappy. La RATP s'offre un navigateur numérique à la française. Lundi 2 novembre, la Régie des transports parisiens a annoncé l'acquisition pour un prix non communiqué de la totalité de Mappy, jusqu'ici détenu par le groupe privé Solocal. Alors Solocal, c'est l'éditeur des pagesjaunes.fr. Mais à quoi diable peut donc servir Mappy pour une société qui fait rouler des trams, des bus, des trains et des métros? C'est la question qu'on peut se poser. La réponse est très claire. Elle est à gagner la bataille de ce qu'on appelle le MaaS, c'est-à-dire en anglais le Mobility as a Service, et en français la mobilité en tant que service. Cette façon d'envisager les transports comme un tout. Il s'agit d'intégrer dans une offre unique, grâce à des outils numériques puissants, l'intégralité des modes de mobilité, du train jusqu'à la trottinette, un guide GPS et le paiement du voyage. La bataille est cruciale. En effet, elle met en face d'opérateurs de transport classiques des colosses du numérique comme Google Maps ou Waze. Alors pour la petite info, Waze est aussi la propriété de Google, les deux leaders du calcul d'itinéraire en France. Alors comme le dit, je reprends les termes de Iba Fares, qui est directrice des services du marketing à la RATP, Mappy, c'est 13 modes de transport, 25 opérateurs de mobilité, 4,7 milliards d'itinéraires calculés l'an dernier et plus de 12 millions de visiteurs uniques mensuels. Pas de quoi rougir finalement devant les 14 millions d'utilisateurs actifs mensuels revendiqués par Waze en France.
Il faut savoir que Google Maps ne fournit pas de statistiques pour l'Hexagone, mais affiche 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. Ce sont des chiffres qui sont vertigineux. Et le dernier point, c'est l'opération a aussi une dimension business, qui est complètement assumée par la RATP. Mappy, qui n'est pas rentable aujourd'hui, génère toutefois un revenu lié à la possibilité de toucher 5 millions de points d'intérêt, des services publics, des lieux culturels, des commerces, par le site ou l'application. Quant au côté hexagonal et même provincial de Mappy, 25 grandes villes françaises y sont répertoriées en détail, c'est bien ce que recherche la RATP, qui est en pleine offensive pour gagner le marché du transport public hors Île-de-France. Cette information vous fait réagir, David Potrel ? Oui, c'est à l'image de notre pays, c'est-à-dire qu'on quitte un système de petites structures qui ont tendance à se regrouper. La seule chose que j'espère dans ces regroupements, dans ces fusions, c'est que chaque structure ne va pas perdre son âme, parce que chacun a su apporter quand même quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est une très bonne chose pour l'économie? Je ne suis pas compétent pour pouvoir le dire. J'espère juste voilà, que ces deux structures ne vont pas vendre leur âme au démon. Ouais. À tout prix. Voilà, merci David Potrel. Et c'est vrai que, je l'ai peu évoqué, mais c'est une bataille qui est très importante sur la mobilité et que les sociétés travaillent de manière beaucoup plus horizontale. C'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas que sur leur cœur de métier, mais elles travaillent sur des domaines qui sont connexes. Alors la dernière information, c'est plutôt un clin d'œil à James Bond avec Sean Connery qui nous a quittés samedi dernier. Les puristes s'en souviennent, 007 roulé en Aston Martin DB5, véhicule mythique, bolide de Goldfinger à mourir pour attendre, une voiture qui était blindée, surarmée, qui appartient maintenant à la légende du meilleur agent de Sa Majesté. L'info, c'est qu'en ce moment est vendu aux enchères sur Internet un modèle très proche, puisque c'est une Aston Martin DB4 de 1961 qui serait dans un état exceptionnel et qui n'a connu que 3 propriétaires. Vous voulez connaître son prix? Eh bien écoutez, les experts ont fait une estimation aux alentours de 600 000 euros. Pour l'instant, les enchères sont à 300 000 euros et la clôture est dans 10 jours. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour vous décider. Voilà. Hein. Donc c'était le petit clin d'œil du jour. Alors voilà pour les infos du jour. Et avant d'interviewer nos invités, je vous propose de faire une courte respiration musicale et on se retrouve tout de suite après. Si je veux. Bah oui, je sais. Le boss, c'est lui. Hein. Pour parler, il n'y a rien à toucher. Hein. Non, il faut juste... Ouais, ça a l'air... J'ai fait un truc... Il faut juste être proche du micro. Ouais. C'est pas anti-Covid, hein. Il n'y a pas le... Non, il y a le... Ah, la mousse. Tu t'auto-contamines tout seul. Ça va, j'ai l'habitude avec mon masque. Et c'est quoi ça, Philippe? C'est quoi ça? Ça, c'est Pride. Ça taxe. Si ça me va. Hein. Comment? On aime bien. Pride, Ça va, c'est joli. Ouais. ça taxe? Ça taxe. Le titre, c'est Pride. Donc là, ok, j'y connais rien. Donc Syntax, c'est le nom du chanteur. Syntax, c'est le groupe. C'est le groupe. Et Pride, c'est le nom de la chanson. D'accord. Vaut mieux qu'on je te dise maintenant. C'est très calme, mais c'est bien. Ah, ouais. Hein, c'est bienveillant, c'est bien-être. Je sais pas ce qu'il raconte après. Mais... C'est pas... Mais pas grave. On va considérer que c'est bienveillant. Mylène Douin qui fait que... Attention à votre micro, comme ça marche pas. Ouais. Faut être là. D'accord. Tu connais pas ça? Tu regardes ça, tu regardes pas la télé, le téléfilm, là, tu sais, la juge est une femme, tu sais comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Alice. Non, Ouais, c'est pas Alice Nevers. Si, c'est tout le temps à la fin de l'épisode, c'est cette musique. C'est vieux ou pas? C'est en cours, non? Ouais, ça revient encore là. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est toujours cette musique-là qui est à la oui fin. Tout le temps.
En fait, on est à l'antenne quand c'est rouge. On a des activités. Pourquoi il part pas? Il y a quelqu'un qui a réagi sur les réseaux sociaux qui demande justement le titre. Ah. En disant c'est la musique d'Alice Nevers. Il reste encore 2 minutes, on va couper là. On va couper. Eh bien, vous venez d'entendre la musique Pride par le groupe Syntax. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la musique en fait que l'on retrouve sur le feuilleton Alice Nevers. Et aujourd'hui, au bar de l'économie, nous recevons Joseph Viéville, qui est cofondateur et co-dirigeant de la société Le Five, dont le concept est la pratique du football en indoor sur du gazon synthétique. Séverine Garcia, chargée de la relation entreprise au sein de la mission locale Valais-Montmorency, et directeur Potrel, qui est directeur de la mission locale Valais-Montmorency. Alors David Potrel, nous allons commencer par vous les interviews, et afin que nos auditeurs puissent faire connaissance avec vous, dites-nous quelques mots. J'ai dit quelques mots en introduction sur vous. Vous avez un parcours qui est assez atypique. Présentez-vous et dites-nous ce qui vous a conduit à diriger aujourd'hui la mission locale Valais-Montmorency. J'ai un parcours atypique parce que en fait, j'ai toujours considéré qu'on devait se recruter par des compétences en fait et par la relation humaine. Effectivement, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans le travail temporaire et de nombreuses autres expériences. Et en fait, je suis l'exemple concret de ce qu'aujourd'hui on peut constater, puisque on voit bien que le marché du travail est en pleine mutation et qu'on s'intéresse sérieusement aux compétences et, je dirais, de moins en moins aux diplômes, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Donc oui, j'ai passé diverses étapes, diverses choses au cours de ma vie professionnelle et l'exemple de la mission locale est un bon exemple parce que c'est une rencontre. J'ai rencontré le président de cette association qui cherchait à remplacer le directeur qui partait vers d'autres missions. Donc je suis, je crois, le bon résumé de ce qu'est le marché du travail aujourd'hui. D'accord. Alors, pour planter complètement le décor, est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant en quelques mots ce qu'est la mission locale de la Vallée de Montmorency? Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Alors, Mission locale Vallée de Montmorency est une association. Nous accueillons les jeunes de 16-25 ans qui ont quitté le système scolaire. Et notre objectif est leur insertion professionnelle. Donc on va travailler avec eux sur l'ensemble des problématiques qu'ils vont rencontrer liées à leur insertion dans la vie, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, mais également les problématiques de santé, d'handicap, etc., de mobilité. C'est une association qui existe depuis plus de 33 ans et donc qui sur le territoire a un vrai marquage. Alors pour vous donner quelques notions, ça représente aujourd'hui plus de 7000 jeunes, sur 28 communes. Voilà, donc c'est un maillage territorial assez important. Alors, on va rentrer évidemment dans ce détail-là. Vous faites ce métier-là depuis 10 ans. Vous l'avez un peu évoqué, mais on peut aussi les citer. Vous avez de nombreuses implantations dans la vallée de Montmorency où les jeunes peuvent venir vous retrouver. Alors complètement. On a 5 lieux qu'on va appeler fixes, qui sont des lieux sur lesquels on peut tous les jours accueillir du public. Donc on a Deuil-la-Barre, Franconville, Herblay, Hermont et Montigny-les-Cormeilles, mais on a également maillé sur l'ensemble du territoire des journées ou des demi-journées de présence sur les 28 communes, dans un CCAS, dans un PIGE, etc., enfin divers lieux. En fait, ce qui nous intéresse sur ces implantations, c'est de donner une proximité aux jeunes pour pouvoir venir nous rencontrer, mais également que le lieu qui nous accueille soit notre ambassadeur et puisse faire la promotion de notre offre de service. Si on prend l'exemple d'Enghien-les-Bains, nous sommes au point information jeunesse, une demi-journée par semaine, ce qui nous permet de rencontrer des jeunes d'Enghien, de leur faciliter l'accès à nos offres de services. Mais le BIGE d'Enghien devient aussi notre ambassadeur, puisqu'il va communiquer sur eux ce que l'on va pouvoir proposer. Oui, et on voit bien que en fait, votre démarche est de vouloir d'avoir un maillage au plus près des jeunes pour leur faciliter le premier accès. Complètement. Et à titre personnel, il y a... Quand j'ai été recruté il y a 10 ans, il y a une notion en fait qui m'a semblé importante, c'est qu'il me semble inacceptable que l'on n'ait pas connaissance de l'offre de service que l'on propose.
Ensuite, que les jeunes se l'approprient ou pas, consomment ou pas, je dirais que c'est un autre problème. Mais on est dans un système aujourd'hui dans notre pays où il y a un millefeuille énorme de propositions, et nous on voit bien que les jeunes se privent en fait des solutions qu'on peut leur proposer. Donc, ce qui est important, c'est de mailler et d'être au plus près pour pouvoir communiquer sur l'existence. Et la mission locale, en termes d'effectifs, vous êtes combien de personnes? Alors on est un peu plus de 60 salariés, on a fusionné 2 associations en début d'année, donc 60 salariés. Le gros de notre activité sont des conseillers en insertion professionnelle, donc des professionnels qui vont recevoir en individuel et collectivement des jeunes pour pouvoir les aider, les faire évoluer dans leur parcours. On a également des psychologues qui peuvent faire des bilans de santé, qui font des accompagnements sur le handicap, etc. etc. Alors, on va bien sûr rentrer dans votre offre de service pour que vous ayez l'occasion de la détailler, mais on peut faire tout de suite un lien avec la situation actuelle parce que je pense que le confinement vous touche. Est-ce que ça a nécessité chez vous une autre façon de travailler, une autre façon de s'organiser? Oui, complètement. Alors, il y a 2 étapes. La première étape, c'est le premier confinement où l'État nous demande de fermer par sécurité. Moi, je ne remets pas en cause ce débat-là. Et pendant le confinement, nous nous sommes rapprochés de l'État en disant on va créer des difficultés supplémentaires pour des jeunes, pour une catégorie de jeunes, parce que tous nos jeunes ne sont pas en grande difficulté, ils viennent parfois chercher juste une aide. Et donc pour les plus éloignés en fait, de l'insertion, on a expliqué à l'État que ça allait être une catastrophe. Deuxième confinement, l'État a réagi, nous demande d'être ouvert, de limiter bien évidemment le nombre de personnes présentes. Donc on n'a plus que 3 lieux ouverts, mais on peut recevoir les problématiques d'urgence. Donc chaque conseiller a un portefeuille de jeunes, les contacte et leur donne la possibilité de pouvoir les rencontrer physiquement pour résoudre leurs problématiques urgentes. Soyons très larges, avoir des possibilités de se déplacer dans le Val d'Oise, donc on a des aides qui peuvent permettre ce genre de choses, mais également des aides alimentaires, enfin c'est très très varié, rentrer dans le détail n'a pas de sens, mais du coup, oui bien évidemment, on a modifié notre organisation. On a développé aussi des outils de visioconférence avec des jeunes, et on a été assez précurseurs puisqu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle la garantie jeune, qui est un dispositif qui dure 1 an avec des jeunes où c'est beaucoup de travail en groupe. Et on a été précurseurs puisqu'on a été les premiers en France à mettre en place ces groupes en visio où on les fait travailler en groupe. Dispositif que l'on a maintenu après le premier confinement et qu'aujourd'hui on a continué à développer. Ce qui nous permet en fait de garder un lien avec ces jeunes, de travailler avec eux et d'être présents. On a aussi développé, pour répondre à des besoins assez cruciaux, on a aussi 3 salariés qui se rendent disponibles et qui prennent les voitures de service de la structure et vont sur nos 28 communes pouvoir apporter une aide à ces jeunes, un document qui va leur permettre de se déplacer, etc. etc. Ce que l'on entend bien, c'est que en fait, vous souhaitez conserver ce lien avec les jeunes et surtout pas que ce lien se casse pour des raisons XY. Mais complètement. Et vous voyez, quand vous dites ça, je vais vous faire une petite blague, mais j'ai l'impression de faire la promotion d'un vinyle 33 tours. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, le monde change, on cherche continuellement à réinventer d'autres choses, mais en réalité, on fait toujours la promotion du lien humain. Donc on a des nouveaux outils, mais tout est le lien. Et quand je vous parle de la promotion du vinyle, c'est qu'on fait toujours cette même promotion. Les outils changent. Voilà. Oui, c'est une belle image. Alors, pour préparer notre émission, en fait, je suis allé sur votre site internet. Je donne le nom de l'adresse, c'est mlvo.asso.fr. Et j'ai vu que votre objectif, et je vous cite, c'est de faciliter l'accès à l'emploi et l'autonomie. Je vous propose de développer cette notion emploi et autonomie. Alors, c'est mlvm.asso.fr. Vous avez raison de préciser. C'est important pour nous, en tout cas. Alors oui, l'objectif, en fait, ce n'est pas de faire le travail pour un jeune. Ça n'a aucun sens. Notre objectif est que le jeune prenne chez nous des habitudes, des techniques de recherche d'emploi, d'entrée en formation, d'apprentissage, enfin, tout ça est très varié, qu'il va pouvoir dupliquer tout au long de sa vie. Faire pour quelqu'un, ça n'a pas de sens, puisque quand on ne sera plus là, les choses, dans 80% des cas, seront perdues. Et donc, c'est un mix d'entretien individuel et collectif où on va donner des techniques pour eux, rencontrer des gens, pour savoir parler à des gens pour certains jeunes, pour pouvoir travailler son vocabulaire. On donne des cours de français pour des jeunes dont c'est une problématique. On va apprendre des techniques de recherche d'emploi. On apprend à faire un CV, on apprend à être en relation, on apprend à créer du réseau, on apprend à aller faire ses courses. Enfin voilà, c'est hyper varié. En fait, je vous parlais tout à l'heure de 7000 jeunes, c'est 7000 situations différentes sur lesquelles il faut absolument
qu'on apporte une réponse personnalisée. Oui, alors je voulais justement vous poser cette question, est-ce que vous n'avez pas en fait de profil type de jeune qui vient vous voir, ou c'est très différent? Alors on peut faire un profil type puisque majoritairement les jeunes qui fréquentent nos structures sont des jeunes de niveau 5, donc de niveau bac, voire infra-bac. Donc c'est vraiment la typologie. On a autant de garçons que de filles. Voilà, c'est vraiment la grande typologie. Maintenant, c'est mentir, puisque dans les faits, on parlait de 7000 jeunes, on a 80% des jeunes qui fréquentent nos structures qui n'ont pas besoin de grand-chose en fait. Ils ont besoin d'un accompagnement, d'un petit coup d'épaule, d'un guide qui va leur permettre d'être dans la bonne direction. Ensuite, on a un pourcentage qui commence à être plus faible de jeunes en grande difficulté, des réels problèmes d'insertion, etc. Et le pourcentage de jeunes qui sont vraiment dans une galère inimaginable, des jeunes filles de 17 ans enceintes qui sont dehors, enfin voilà, ce genre de situation, c'est un petit nombre. Mais on est dans la théorie du 80-20. 20% des jeunes nous prennent 80% de notre temps. Et je vais rajouter quand même quelque chose, nous sommes quand même la seule structure en France où nous pouvons accompagner les jeunes, quelle que soit leur situation, et même en emploi. Et ce que je viens de vous dire est hyper important. Un jeune qui est en emploi, on n'a pas résolu toutes ces problématiques. Et bien nous, on est toujours présents et nous, on peut le faire. Vous voyez, c'est ça la force d'une structure quand même. Oui, c'est entre guillemets un peu ça que je voulais entendre, c'est que vous travaillez sur l'insertion professionnelle, mais vous travaillez sur ce que vous dites l'autonomie, c'est-à-dire la vie en général de ce jeune qui à un moment donné peut se sentir marginalisé, déscolarisé, et que vous remettez dans la vie en général. C'est exactement ça. Alors après, on a aussi un fort pourcentage de jeunes qui viennent chercher qu'un coup de main. Hein. Voilà, oui, bien sûr. Il faut aussi les noter. Alors, je voudrais vous réinterroger, puisque vous l'avez évoqué, mais un petit peu plus en détail, sur vos actions concrètes, en fait. Prenons un jeune, il vient chez vous. Comment vous avez structuré, en fait, la relation avec lui? Je sais qu'il y a un rendez-vous de premier acte, ce qu'on a appelé le premier accueil. Tout à fait. Et ensuite, alors? Alors, une fois que le premier accueil est fait, le jeune est attribué à un conseiller qui est référent d'une commune, d'une ville. L'idée, c'est que le conseiller va pouvoir mailler aussi la ville et comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Et donc, c'est une succession d'entretiens individuels et collectifs, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, individuel avec son conseiller référent, sur lequel on va détecter des problématiques. C'est la théorie du fil. Hein. Vous tirez un fil, vous venez chercher un emploi, tout le monde vient chercher un emploi, mais quand on commence à tirer le fil, on n'a pas la bonne formation, on a des problématiques judiciaires, enfin, etc., etc. Et donc, on va tirer le fil, on va faire un diagnostic, ni plus ni moins, et ensuite, on va remettre tout ça dans le bon sens. Je vous donne un exemple assez concret. Nombreux sont les jeunes qui n'ont même pas de pièce d'identité, perdue, ou tout ce qu'on peut imaginer. Sans pièce d'identité, on ne peut pas passer à la case supérieure. Et donc, on va travailler ce point-là. Une fois qu'on va commencer à détecter les problématiques, la mission locale en interne a de nombreux dispositifs, et donc on va positionner ce jeune sur différents dispositifs, la garantie jeune, des cours de français, des cours d'anglais, etc., etc. D'accord. D'accord, c'est très clair. Donc en fait, vous individualisez les programmes et les plans d'action que vous faites mettre en place par les jeunes et vous les accompagnez par rapport à cela. Alors, ces jeunes, en fait, c'est difficile de les accompagner. Quelles qualités ont vos équipes en fait pour travailler sur ces sujets? Beaucoup de patience. Ils ont énormément de patience. Oui, c'est difficile puisque quand une situation va évoluer, nombreux sont les jeunes qui vont arrêter, puisque comme la situation a évolué, ils vont avoir le sentiment de pouvoir avancer tout seuls. Et tant mieux, parce que pour une partie d'entre eux, c'est le cas. De la patience, parce que voilà, un jeune arrive, disparaît, repart, revient. On a des parcours qui vont durer 10 ans. On a malheureusement aussi quelques parcours où au bout de 10 ans, nous n'aurons pas résolu l'ensemble des problématiques. Donc oui, c'est long, il faut beaucoup de patience, et il faut aussi beaucoup de curiosité, puisque les choses évoluent en continu. Alors, moi, ce que j'ai apprécié en fait dans votre démarche, c'est que, pour reprendre une expression, vous cherchez à boucler la boucle et aller vers les entreprises et donc marier en fait des candidats avec des offres d'emploi. On le verra tout à l'heure avec Séverine Garcia. Mais je sais que vous avez aussi une application qui propose des offres d'emploi. Vous nous en dites quelques mots? Oui, tout à fait. On est parti d'un constat, c'est qu'on collecte énormément d'offres d'emploi et il fallait qu'on trouve un moyen de pouvoir les diffuser au plus large public. Donc on a une application qui s'appelle Shaker 31, qui est gratuite, qui est téléchargeable sur tout smartphone. Et vous allez retrouver un nombre assez important d'offres d'emploi. J'ai regardé ce matin, il y en avait à peu près 160, dont un peu plus d'une trentaine en apprentissage. L'idée, c'est que nos jeunes, mais aussi les autres personnes, et quand je dis autres personnes, c'est étudiants, jeunes, adultes, puissent se positionner sur ces offres d'emploi. Ce que l'on veut, c'est rendre un service à l'entreprise, ni plus ni moins, inscrire de nouveaux jeunes, et pouvoir travailler la mise en emploi avec les jeunes. C'est une application qui est d'une très grande simplicité.
mais qui permet vraiment une vraie mise en relation et contact. Je le dis un peu avec humour, mais nos offres d'emploi sont des vraies offres d'emploi. Donc ça veut dire que derrière ça, il y a vraiment quelqu'un qui recrute. Merci. Écoutez, avec Séverine Garcia, on rentrera dans le détail sur ce sujet-là. Mais en préparant toujours l'émission, j'ai vu que le 18 septembre, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, est venue vous rendre visite à Franconville. Donc je pense que vous en êtes très fiers. J'aimerais que vous nous en parliez. Et surtout, que doit-on retenir en fait des échanges qui ont eu lieu avec vous et puis avec les jeunes? Alors c'était un moment, vous l'avez dit, je suis assez fier. J'ai été contacté par le ministère du Travail pour organiser cette rencontre. Alors c'était passionnant parce que j'ai rencontré une ministre qui était très investie, très compétente et au fait, de ce qui se passait. J'ai trouvé ça plutôt très rassurant. L'objectif était de rencontrer des jeunes de 16-18 ans qui avaient quitté le système scolaire et de comprendre pourquoi. Et donc on a organisé des rencontres avec ces jeunes, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu 1h30 de discussion avec les jeunes et nos gamins se sont lâchés, ont vraiment expliqué des situations assez lourdes et elle a été très très intéressée. Et ce qui mène aujourd'hui à un texte de loi qui est paru, c'est l'obligation de formation des 16-18 ans. Donc on était en pleine mise en place de cette démarche et ce que j'ai apprécié c'est qu'aujourd'hui alors le texte n'a pas évolué mais les décrets en fait se sont aussi un peu adaptés par rapport à ce qui a été entendu. Donc fier parce que c'est un moment valorisant pour la structure qui est assez précurseur et qui se pose beaucoup de questions et qui va de l'avant. Et fier aussi puisque j'ai le sentiment qu'on a contribué à faire évoluer des textes et des applications au quotidien, ce que nous on vit au quotidien. Et j'ai donc rencontré une femme très intéressée. Bon, écoutez, c'est très bien et c'est plein d'espoir tout ce que vous nous dites. Alors ce que je souhaiterais, c'est qu'on parle maintenant un peu de chiffres et des résultats que vous avez obtenus. Vous avez évoqué tout à l'heure le chiffre de 7000 jeunes. Vous accompagnez actuellement combien de jeunes? Quels sont vos résultats en termes d'insertion? On est sur environ 7000 jeunes tout au long de l'année qui vont fréquenter notre structure. On met un peu plus de 2300-2500 jeunes à l'emploi. Alors, sur des durées de contrat qui peuvent être assez variées. Et on en a environ 600 à 700 qui accèdent à une formation du conseil régional. Donc c'est représentatif déjà comme chiffre. Oui, c'est assez intéressant. Et puis vous voyez, vous parliez tout à l'heure des offres d'emploi. On parle d'accès à l'emploi. Le résultat de cette démarche, c'est la qualité en fait de nos 3 chargés de relations entreprises qui, contre vents et marées, vont chercher des offres d'emploi, rencontrent des entreprises. On est dans une période où on nous dit qu'il n'y a pas d'emploi. Je suis désolé, j'ai 160 ou 170 offres d'emploi aujourd'hui, et donc il y a quelque chose. Après, les durées sont peut-être plus courtes, peut-être moins sexy au niveau des emplois, mais il se passe quelque chose. Et j'ai vraiment cette qualité-là en interne qui est très intéressant et qui est une de nos forces. Et de la même manière qu'on a des équipes de conseillers en insertion professionnelle qui sont extrêmement investies. Vous voyez, je vous prends cet exemple un peu basique. 2e confinement, l'équipe, dans la quasi-totalité, est venue me voir en me disant on ne peut pas fermer la vide, il faut absolument qu'on puisse accueillir du public parce que c'est notre job et on est là pour ça. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'Elisabeth Borne, fierté de recevoir cette ministre chez nous, mais fierté de travailler aussi avec ces gens qui se battent au quotidien pour plus de 7000 jeunes à l'année. Non, mais c'est bien de le relever, c'est bien dans ce que vous avez dit aussi sur les emplois, en fait, sur les offres d'emploi, actuelles. Alors, j'aimerais me permettre de vous poser aussi une question, en fait, parce que pour tout ça, il faut quand même de l'argent pour fonctionner. Oui. Vous fonctionnez avec un budget de quel montant ? Alors on est sur un budget d'environ 3 millions d'euros qui est en partie financé par l'État, en grande partie par l'État, la région, l'Agence régionale de santé et les collectivités locales par le biais des agglomérations qui nous aident et qui nous soutiennent. D'accord. Et alors ces 3 millions, vous en faites quoi? Alors les 3 millions, on en fait quoi? On paye des salaires, parce qu'une association comme la nôtre, c'est plus de 60 salariés, et donc 80% du budget va dans les salaires. Et le reste paye les murs, le mobilier, les locations, etc. On n'a pas de défense folle. Par contre, on a un soutien assez important des villes locales. On a vraiment ce soutien qui est important parce que les villes nous permettent d'avoir des salles, des lieux et des outils de communication. Voilà, donc ce sont des... Vous voyez, ça n'a pas de coût en fait. Mais par contre, c'est un accompagnement et une aide assez géniale pour nous. Alors, justement, je ne vais pas reprendre le terme de coût parce que je voudrais que l'on regarde aussi par rapport aux jeunes. Oui. Et j'utiliserai plus volontiers le terme d'investissement. Quel est le montant investi par jeune? La réponse est assez simple. On est à 450 € par jeune.
le coût d'un jeune dans une structure comme la nôtre, c'est 450 €. Je vous mets au défi d'aller voir ce que d'autres structures d'insertion dépensent par jeune. Non, mais c'est clair que par rapport à l'enjeu, quand on ramène cet enjeu à la personne, ça paraît... C'est ridicule. Enfin, je vous laisse le dire. Alors dites-moi, pour terminer l'entretien, moi je souhaiterais que, compte tenu de votre expérience, de ce que vous avez vécu déjà depuis un certain nombre d'années, ce que vous vivez maintenant, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent ou qui nous écouteraient, qui nous regarderaient, qu'est-ce que vous leur dites? D'une manière assez simple, une mission locale touche l'ensemble des problématiques. Donc poussez la porte, venez voir. Inscrivez-vous ou pas, ça n'a pas d'importance, hein, c'est gratuit et volontaire. Mais venez voir et venez comprendre ce qu'on propose. Ensuite, vous ferez votre choix. Mais ne passez pas à côté des opportunités qu'on peut vous donner. Voilà, je trouve ça hyper frustrant de rencontrer des jeunes qui n'ont pas connaissance de notre existence, alors qu'on a un catalogue, je mets ça bien évidemment entre guillemets, de propositions qui s'adaptent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a autant de jeunes que de solutions en fait. Donc on est dans l'adaptabilité en continu. Et alors pour faire le lien avec le prochain interview, si vous aviez un conseil à donner aux entreprises maintenant, parce que vous les côtoyez aussi, qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises? Eh bien, je leur dirais, allez voir les entreprises qui travaillent avec nous. Elles ont compris qu'elles ont un partenaire qui s'adapte, qui trouve des solutions, qui n'est pas compliqué, qui vraiment nous confie en fait des missions. Donc les entreprises, il faut qu'elles changent leur mode de recrutement, c'est la clé. Arrêtons de recruter avec un CV, une lettre de motivation et surtout un diplôme. Recrutons avec un CV, une lettre de motivation, mais des compétences. C'est vers ça qu'il faut aller. Et toutes les entreprises qui nous font confiance aujourd'hui l'ont compris. Et je vous garantis une chose, ils nous confient leur offre d'emploi les yeux fermés. Eh bien, merci pour ces échanges, David Pottred. On a bien ressenti vos convictions et votre volonté à faire bouger les lignes, comme on dit. Nous allons maintenant parler de vos activités sous un autre angle, celui des relations avec les entreprises. Nous allons le faire avec Séverine Garcia. Mais avant cela, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. Ça enchaîne, c'est ce qu'on appelle une sans transition, non? Ah, ça, c'est plus ma génération, ça. J'ai pas le nom. Attends. C'est Zouk Machine. C'est Zouk Machine? Ouais, Je peux aller aux toilettes? Ouais. on se croirait à l'école. C'est là. Moi aussi, je peux voir. Non. Ah, si, si. Non, je n'ai pas le toilette avec lui. Hein, je vous rassure. Hein. Et le titre, c'est Maldon. comment? Maldon. Maldon. Ça va, Philippe? Ouais, ça va. Pas de soucis. Il faut juste pas lancer à parler dans le micro. Ouais, oui. Je vais me fâcher. Je tape. Top. Non, j'ai la pression. C'est facile, hein. Tout a été préparé. Deux fois plus. Mon fils il dit que j'ai été bien. Très bien, David, tu as bien défendu la mission locale. Vous avez une idée du nombre de personnes qui entendent, qui écoutent? Parce que moi, on a eu un truc médiamétrie, mais je suis pas trop pigé. Non, C'est bien, je sais que le rapport est bien, mais non, parce que le nombre de chefs d'entreprise que je connais qui écoutent ça, qui écoutent Radio Anguin dans leur voiture pour leur déplacement, je trouve ça assez incroyable. Ah ouais. Ouais. C'est bien. Attends, non. Mais les jeunes, moi, je pense pas. Non. je sais que Tranche, c'est 35, 60. C'est pas la tranche. 35, La tranche horaire n'est pas Ah, la c'est leur. ce que... Oui, puis c'est... Oui, et bon. Non, mais l'étude est bonne en plus. Non, je l'ai pas.
Moi, je préférais syntaxe. Sûr. Je pourrais. Non, mais si, c'est forcément un peu événement. Ok. Ok. C'est vous qui me donnez le signal. Ouais. C'est quoi votre mail, mademoiselle? Mon email Ouais. S Garcia. C'est bon? Arrobase. MLVM. M. LVM. N ou N? Alors, M, comme moment aussi. voilà. Ah, ok. Mission locale Vallée Montmorency.asso.fr. .asso.fr. Oui. Ok. Et Laïssa qui a envoyé un message justement sur Facebook où elle redonne l'adresse. Bravo. Ça l'a piqué. ce Chargé de com. Eh bien, nous revoilà au bar de l'économie où aujourd'hui nous sommes en compagnie de Joseph Viéville, cofondateur et co-dirigeant de la société Le Five, dont le concept est la pratique du football en indoor sur du gazon synthétique. David Potrel, directeur de la mission locale Vallée Montmorency, et Séverine Garcia, qui est chargée de la relation entreprise au sein de la mission locale Vallée Montmorency. Alors Séverine Garcia, on va parler avec vous du volet relation entreprise justement, car effectivement, si d'un côté vous accompagnez les jeunes, et David Potrel nous l'a bien expliqué, il faut que toute la chaîne fonctionne avec des entreprises qui recrutent. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel type d'entreprise est en face de vous et quel type d'entreprise justement travaille avec vous? Alors en fait, on n'a pas d'entreprise type. On peut avoir des grandes enseignes de la distribution. Donc, Vous pouvez les, on peut les nommer. Ben oui, parce qu'elles Voilà. jouent le jeu, donc on peut les a nommer. Carrefour, on a Auchan, on peut avoir les Leclerc, on a les enseignes de la restauration rapide. On a des entreprises dans la logistique, nous avons des start-up, voilà, on peut avoir l'artisan plombier, l'artisan boulanger, donc c'est très varié en fait. c'est très varié, c'est pour ça qu'on a aussi une représentation des offres, alors comme disait David Potrel, assez large. Donc on a un public qu'on accompagne effectivement sans diplôme, mais on a aussi des jeunes diplômés qui sont accompagnés d'un niveau master. Et on a en général des offres pour accompagner ces jeunes quoi, sur ces différents projets. Et on n'a pas une typologie. C'est vrai que nous sommes 3 chargés de relations entreprises à la mission locale. Donc notre travail, c'est d'aller faire connaître nos offres de services, la mission locale. Et puis on a des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec nous. Donc ce que vous nous dites en fait, c'est que le spectre est très large, Oui. que ça soit au niveau des entreprises ou que ça soit au niveau des jeunes, Ouais. puisque vous avez différents et de nombreux cas de figure. Hein, Voilà. c'est bien ça. C'est ça. D'accord. Alors, on va rentrer dans le détail un peu plus avec vous et concret. Quels sont les services que vous proposez aux entreprises? On va d'abord regarder le côté entreprise. Alors oui, moi je vais vous parler plus effectivement, c'est notre cœur de métier à nous les chargés de relations entreprises. Donc on a une offre de services qui se décline sur différents volets. Donc la plus basique, ça va être recueillir l'offre d'emploi, peut-être aider même l'employeur à rédiger son annonce puisque c'est pas forcément son métier. On peut travailler avec des entreprises où il n'y a pas de service de ressources humaines. Donc voilà, on peut l'accompagner dans cette démarche-là. Diffuser son offre d'emploi donc auprès de notre réseau et via l'application Checker. On va y venir après. Hein. Voilà, pour rebondir là-dessus. Et puis donc faire un sourcing sur les candidatures. Donc là, on est sur quelque chose de basique. Et après, on peut avoir voilà, là on est sur un accompagnement un peu plus individuel d'une entreprise. Et après, on peut avoir des sessions de recrutement. Donc on peut avoir effectivement plusieurs postes à pourvoir pour la même enseigne. Et là, à partir des actions de recrutement, on va s'adapter à l'entreprise. On a la force de s'adapter aux jeunes, comme disait David Potrel, et on a aussi cette force de s'adapter à l'entreprise. Effectivement, nous, l'idée, c'est d'accompagner l'entreprise non plus sur une sélection à travers le mouton à 5 pattes, sur des CV, des lettres de motivation, c'est vraiment sur les talents, les compétences. Et dites-moi, si on prend un exemple aujourd'hui, est-ce qu'il y a des demandes qui ressortent plus fortement des entreprises?
Sur le... Sur les demandes d'emploi, sur les demandes de postes à pourvoir. Alors on travaille aussi avec des agences d'intérim d'ailleurs, donc c'est vrai que ça peut être énormément sur la logistique, préparateur de commandes, sur la restauration rapide. Bon là, je vous parle hors confinement, hein, bien sûr. On peut être dans la vente et un peu de tertiaire aussi. Alors il y a un sujet que j'aimerais évoquer avec vous parce que les entreprises les connaissent ou les connaissent plus ou moins, mais j'aimerais que vous reveniez dessus, c'est les aides à l'embauche. Parce que comme le disait tout à l'heure David Potrel sur un autre sujet, je pense que ce n'est pas toujours très connu, la palette des aides à l'embauche. Oui, alors effectivement, les grandes entreprises sont peut-être plus au fait, mais les TPE, les PME, les artisans, on a aussi dans l'offre de service cet accompagnement-là. C'est effectivement de faire connaître les aides à l'emploi, qui se nomment aussi des contrats aidés. Donc là, on peut, si vous voulez, je peux rentrer un petit peu plus dans les détails. Volontiers. Voilà, sachant que l'idée, c'est, même s'il n'y a pas un projet de recrutement dans l'immédiat, on peut déjà accompagner l'entreprise sur ces différentes offres qui existent et laquelle pourrait correspondre selon le projet que l'entreprise pourra avoir, l'employeur. Alors, là, dans le plan de relance du gouvernement, il y a eu, je pense que les entreprises et les jeunes ont entendu parler, un jeune, une solution. Donc, à travers ce plan de relance, donc, il y a l'aide à l'embauche des 4 000 euros pour accompagner, pour recruter un jeune de moins de 26 ans à partir d'un CDD de 3 mois, ça peut être sur un CDI. Donc, pour entrer dans les détails, que les entreprises n'hésitent pas à nous contacter. On va redonner l'adresse internet. Voilà. Donc ça, c'est une première aide. Alors attention, pour le moment, cette aide-là est prévue jusqu'à fin janvier 2021. Donc là, il faut se dépêcher pour pouvoir en bénéficier. D'accord, donc un premier type d'aide qui est là. Type d'aide, en fait, ça de la monnaie sonnante et trébuchante, quoi. C'est 4 000 euros que l'entreprise reçoit si elle embauche un jeune sur un contrat CDD 3 mois minimum. Voilà, donc il y a des conditions, je les connais peut-être pas par cœur ce matin. Oui, on va pas rentrer dans les détails, mais on va donner les grands mais après, notre rôle, c'est effectivement de leur donner en détail ces informations-là et puis peut-être de les initier sur cette aide-là. Ensuite, on a les contrats aidés, donc on a les PEC, Parcours Emploi Compétences, alors PEC, c'est pas très glamour. L'idée, en fait, c'est, encore une fois, on a une entreprise fait le jeu d'accompagner un jeune sur un poste. Donc là, ça va être un accompagnement quand même terrain, il va y avoir une formation. Le jeune va être pris en charge par un tuteur dans l'entreprise. Donc ce sont des contrats aidés, alors aidés financièrement, c'est ça qu'il faut entendre derrière. Donc c'est des contrats de 9 mois à 11 mois pour le moment. Les PEC, leur taux de prise en charge par l'État ont été élevés à la hausse. Donc là, pour le moment, on a 65% de prise en charge sur un plafond de 20 heures par semaine. Ah, attendez, là, sinon vous allez on rentre dans du technique. Oui, mais c'est 65% de quoi? 65% du salaire Ah oui, c'est pas neutre, hein? C'est pas neutre. Mais sur un plafond, alors c'est pas sur la totalité du contrat, on est sur 20 heures par semaine. D'accord. Voilà. L'année dernière, on était sur un taux de prise en charge de 45. Donc là, l'État a fait un effort, a poussé jusqu'à 65%. Donc on est sur toujours des jeunes de moins de 26 ans. Le taux est différent, je pense, pour les adultes, mais j'en parlerai pas, puisque ce n'est pas de ma compétence et de mon ressort. D'accord. Et alors, voilà, donc le PEC, ce sont pour les entreprises du secteur non marchand. Ok. Voilà, donc collectivités, les hôpitaux, les associations. Ensuite, on a, qui vient d'apparaître, un autre contrat aidé, qui est le CUI-CIE, donc le contrat d'insertion d'employabilité, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, là, qui est réservé au secteur marchand. Et le taux de prise en charge est de 47%, pareil, sur un plafond de 30 heures par semaine. Et pareil, on est sur un CDD minimum de 6 mois. Donc là, voilà. Donc on voit qu'il y a des heures, enfin je vois qu'il y a quand même une palette d'offres
Alors, de l'idée, soutien. on rapproche l'offre et la demande, les besoins des entreprises et les besoins des jeunes. Chacun doit jouer le jeu. Donc, l'entreprise est là pour accompagner D'accord. une personne assez éloignée de l'emploi pour lui, justement, la faire monter en compétence. Il y a une formation à la clé, une formation qualifiante, c'est encore mieux, mais déjà un vrai accompagnement terrain. Et puis le jeune, bah oui, en profiter pour avoir enfin quelque chose à inscrire sur son CV, des expériences, des compétences, un parcours. Et souvent, on a des belles histoires. Ces contrats aidés terminent sur une embauche définitive. Ben ça, c'est des belles histoires, effectivement. Alors, Joseph Vieville, vous, en tant que chef d'entreprise, ça vous fait réagir? Vous avez déjà utilisé ces dispositifs? Oui, j'ai déjà utilisé l'émission locale. Ah, pardon, encore une fois, je suis vraiment un mauvais élève. Non, j'ai déjà utilisé l'émission locale. Pas forcément les différents dispositifs, en tout cas ceux actuellement en vigueur. Et on a eu d'autres On a eu d'autres auparavant. avant, Ouais, c'est ouais. ça. Non, je voulais juste, moi ce qui me fait réagir, c'est 2 points. Si je me mets à la place des entreprises et si je dois me faire porte-parole d'une entreprise, enfin des entreprises, je ne sais pas comment réagissent et comment perçoivent la plupart des entreprises françaises l'embauche des jeunes. Quand je dis jeunes, je parle des 18-25 ans, hein, si on parle bien du même sujet. Je les encourage. Nous, on est une société, le FAI est une société jeune dans ses effectifs. Je pense que la moyenne, je ne sais même pas si elle est de 25 ans. Si, je pense qu'elle l'est, mais bon, comme on vieillit, on se rend plus compte de l'âge des gens. En fait. Ouais, ça doit tourner autour de ça. C'est incroyable comme ils sont remplis de compétences qui sont aussi propres à leur génération. Honnêtement, je parle comme un vieux là, mais j'en ai déjà 39. Ouais, j'aime bien. J'aime bien me faire mal. J'aime bien me faire mal. Mais bon, ça va. Mais ouais, alors, tes compétences, évidemment, sur le plan numérique, hein, on se doute bien que quand je dis ça, moi, c'est que je dis ça du haut d'une génération qui a commencé, qui avait déjà ces outils-là, mais qui les avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de tout ça. Ils ont une sensibilité avec tous ces outils qui est bien différente de tous ceux de notre génération et de la génération d'avant encore. Et aujourd'hui, on en a besoin. Donc ça, c'est sur évidemment, moi, je défends quand même beaucoup les diplômes, pas parce que je considère que le diplôme fait la compétence, hein, mais parce que j'encourage surtout le jeune à aller se diplômer et aller en permanence chercher des formations. S'il n'a pas ces diplômes-là, on s'en fout s'il les a pas. Mais par contre, qu'il aille les chercher ou chercher les formations. Chercher les formations en permanence, parce qu'en effet, il y a énormément de jeunes qui ont raison d'être conscients, qui sont pleins de compétences, plein de ressources, plein de capacités, mais il y en a aussi beaucoup qui pensent que ça suffira. Et non, ça suffira pas. L'entreprise a besoin que le jeune aille s'enrichir pour enrichir la boîte. Donc moi je les pousse, et surtout je dis ça parce que j'en connais autour de moi énormément qui méritent d'avoir une place dans une boîte. Et je préfère les tenir un discours un peu plus ferme en leur disant ok, tu mérites mais pas plus qu'un autre, mais va surtout en permanence te former, parce que tout ce que tu as apporté et tout ce que tu penses pouvoir apporter, c'est rien par rapport à ce que tu dois pouvoir apporter. Oui, ce que vous dites. Tu peux aller chercher beaucoup plus encore, il faut en permanence le pousser. Et voilà, et moi donc, il peut y avoir des réticences, des barrières, parce que dans les attitudes, parfois, on se dit que les jeunes sont de plus en plus fermés, ne vont pas forcément ouvrir les portes eux-mêmes, etc. Mais attention, si l'entreprise les ouvre justement pour embaucher plus de jeunes qui ne ressemblent pas forcément à ce à quoi ils s'attendent au départ, ou ce qu'ils espèrent avoir au départ, ils risquent d'être fortement surpris. Donc, oui, on voit que les générations évoluent beaucoup, et ce que fond, vous dites, c'est que les compétences d'aujourd'hui, c'était pas les compétences d'hier, et que les compétences évoluent en permanence, et qu'il faut à chaque fois rester connecté. Ouais, nos modèles, nos exemples, nos visions, en tant qu'entrepreneur, en tant que recruteur, il faut les faire évoluer. Hein, il faut les faire évoluer. Alors évidemment, moi je me poserais plus de questions pour les postes 40, 50, et me dire, tiens,
plus de... Comment on les prépare à cette transition? Non, mais comment les amener à travailler sur cette transition des outils technologiques et des savoir-faire. Il y a plus de risques sur ce sujet-là pour moi que sur le marché des jeunes. Alors évidemment il y a un problème d'emploi. Ça c'est à mes yeux, hein, c'est pour vous dire comme moi je fais la promotion de l'embauche des jeunes. Demain je pourrais avoir alors je connais leurs carences aussi, je connais les écueils dans lesquels ils tombent, c'est le manque d'expérience. Mais ça, il faut aussi compenser dans une société qui est très jeune dans ses effectifs par de l'expérience. Parce que l'expérience, finalement, rien ne remplace les années passées. Mais en tout cas, nous, on voit la force de la boîte est portée par justement la jeunesse de ses effectifs, par le dynamisme de ses effectifs. Merci Joseph Viéville pour votre message. Alors, je reviens à vous, Séverine Garcia, et on va maintenant parler de la situation actuelle parce que les entreprises, elles sont confrontées au Covid-19. Vous qui êtes en contact avec les entreprises, vous les trouvez comment aujourd'hui dans cette situation? Frileuses, résilientes? Comment vous les trouvez? Elles sont dans l'expectation de la prochaine allocution du président de la République. J'étais hier, encore une fois, en ligne avec une entreprise qui souhaite recruter un apprenti. Alors oui, c'est vrai qu'on a des primes intéressantes pour recruter des jeunes en apprentissage, mais il faut quand même avoir une visibilité sur l'avenir de l'entreprise. Et l'idée, c'est pas d'envoyer un jeune signer son contrat pour signer un contrat. Voilà, et c'est une démarche que les jeunes entreprises, parce que c'est vrai qu'on a... Voilà, sur l'alternance, moi j'ai rencontré des startups toutes jeunes qui ont vu le jour l'année dernière, voire cette année, et qui n'ont pas encore cette expérience sur le recrutement. Donc oui, c'est super de pouvoir insérer des jeunes, les former, mais on a ce manque de visibilité qui est assez ressenti de toute façon pour la plupart des entreprises et de différents secteurs quand même. Voilà. Vrai que dans je crois que je vous apprends pas grand-chose. Non, oui et non, c'est que vous confirmez en fait des idées et des informations qui nous proviennent déjà des autres interviews, c'est que les entreprises sont dans l'expectative, effectivement, on en reparlera tout à l'heure avec Joseph Viéville, c'est que ce manque de visibilité lié à la situation fait qu'on attend, on sursoit à certaines décisions. Alors, on a parlé d'un outil tout à l'heure que vous développez et que vous voulez mettre en valeur, on va le faire, c'est Shaker 31. Alors, pourquoi ce terme? Alors là, Joker. D'accord. Je peux répondre à ça. En fait, on s'est associé à d'autres missions locales. Et c'est la mission locale de Toulouse en fait qui a proposé ce nom qui a été retenu. Et Shaker, pourquoi? Parce qu'il faut mélanger en fait, tout simplement. Merci David de Potrel. Alors, on détaille Shaker 31? Oui, alors les conseillers de toute façon qui accompagnent les jeunes sur leurs projets de formation, d'emploi, proposent cette application effectivement, puisque en début d'émission, ce que nous disait David Potrel, notre mission c'est de rendre le jeune autonome. Donc il est des outils qui lui permettent effectivement d'aller chercher une offre d'emploi lui-même. Alors c'est une offre d'emploi, mais on peut avoir une offre de formation. On peut avoir les actions, nous, que l'on publie aussi sur Shaker. C'est vraiment un moyen, un autre canal finalement de diffusion sur ce qu'on peut proposer aux jeunes. Et donc c'est à destination des jeunes, en fait, l'utilisateur, c'est... Non, d'accord. Nous, parce que nous, c'est l'outil de la mission locale, mais comme on le disait plus tôt dans l'émission, effectivement, c'est une application téléchargeable sur n'importe quel smartphone. N'importe qui demandeur d'emploi peut s'approprier cette... Qui vous connaissent, qui soit venu ou pas vous voir, il peut. Ou pas, voilà. Nous, on joue le jeu avec les entreprises. On leur dit bien que leur offre d'emploi va être publiée sur Shaker. Donc, certes, on a un très bon maillage et on a un réseau. On peut travailler avec les pôles emploi. Mais on a aussi cet outil supplémentaire que nos jeunes connaissent. Et on peut avoir des personnes hors mission locale, des gens de plus de 26 ans qui vont postuler et finalement, c'est une candidature qu'on peut proposer à une entreprise. On dit très bien, attention, ce n'est pas une personne que l'on accompagne. Mais voilà, ça permet encore de faire le lien entre l'offre et la demande de façon locale. D'accord, alors, écoutez, on va aller jusqu'au bout, donner l'adresse
pour qu'un jeune puisse se connecter à Shaker? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, Google Play, Shaker 31, il télécharge rapidement cette... voilà, enfin, moi je l'ai fait, hein, ça prend à peine 1 minute de télécharger l'application. Et il a son application sur son smartphone, là David Potral est en train de nous la montrer. Voilà. Et ensuite apparaissent les offres. Voilà, ça c'est D'accord. géolocalisé, j'arrive pas à le dire ce matin, là où vous vous trouvez, donc les offres apparaissent, mais après vous avez des filtres de recherche comme n'importe quel job board en fait en ligne. D'accord. Écoutez, c'est très bien. Et puis vous avez une actualité, je crois, le 6 novembre. Vous nous en parlez? Alors oui, le 6 novembre, on organise... Vous voulez que je vous la rappelle? Non, parce que j'étais en train de voir si on vous avait tout raconté sur notre mission des contrats aidés, mais le 6 novembre, c'est un petit déjeuner qu'on a l'habitude d'organiser là depuis presque 1 an. Petit déjeuner à destination des entreprises, des partenaires. Donc ce que nous, on nomme les partenaires, ce sont les associations avec lesquelles nous travaillons pour l'insertion des jeunes. Ça peut être des écoles, des CFA. Voilà, donc c'est 1 fois par mois. On se réunit alors en présentiel quand c'est possible. Il y a vraiment le café, les croissants, tout est là. Et puis ces derniers temps plutôt en visio. Mais ça fonctionne très bien. Et voilà, nous on lance l'invitation, on essaye comme vous aujourd'hui avec l'émission de radio d'avoir un fil conducteur et finalement ce qu'on trouve génial c'est qu'on peut se mettre en retrait, nous la mission locale, et ce sont les invités qui vont faire connaissance ou mettre enfin... Voilà, on a un réseau. Vous créez le réseau, vous dynamisez le réseau. Voilà, on dit ah oui, j'avais entendu parler de cette association, mais enfin je mets le visage dessus. Et voilà, il y a des connexions autres qui se font. Et voilà, en général, ça fonctionne très bien. Alors, on a vu ce qui se passait pour les jeunes et pour les entreprises. Quand vous visitez en fait les entreprises, quel est votre argumentaire? Comment vous arrivez à les convaincre à venir vers vous et à travailler avec vous? Les entreprises? Oui. Alors en général, les entreprises qui sont ravies de nous accueillir, c'est qu'il y a une promotion des métiers derrière, une promotion d'un secteur. Donc notre travail, celui des conseillers en insertion, c'est effectivement de faire découvrir les métiers, ne pas partir sur une idée reçue. Donc pour ça, effectivement, rien de tel que d'être sur une visite terrain, rencontrer les différents salariés. Ça peut être tout simplement une visite, un échange, une promotion, comme je vous dis, des métiers. Donc, on est équipé aussi avec des lunettes virtuelles pour tout ce qui est numérique sur différents secteurs d'activité. Mais notre travail, voilà, c'est aussi, que ce soit partie entreprise ou que ce soit côté jeune, on a des idées reçues. Et c'est aller au-delà de ça. Et pour cela, c'est se rencontrer. Il y a des métiers qui sont en souffrance. Nos jeunes comme des moins jeunes, je pense, peuvent être réticents sur certains secteurs. Et pourtant, ce sont des secteurs qui recrutent. Là, je pense par exemple au secteur vert, tout ce qui est jardinage, tout ce qui est espace vert, tout ce qui est dans l'environnement, tout ce qui est, je ne sais pas, voilà, ça peut être dans le bâtiment aussi qui est vraiment en besoin. Donc voilà, nous, on va mener des actions pour rapprocher encore une fois les jeunes et ces entreprises. D'accord. Et dites-moi alors, au vu de l'expérience que vous avez avec les relations que vous avez avec les entreprises, comme à David Potral, j'ai posé la question, je vais vous poser la même. Si vous avez un message à faire passer aux entreprises aujourd'hui, quel est-il? Alors effectivement, c'est intéressant. Enfin, les jeunes, voilà, il y a des métiers qui peuvent disparaître, il y a des métiers surtout qui se transforment avec le digital. Et ce qui est intéressant, c'est que nos jeunes, effectivement, sont peut-être plus à même d'aider une entreprise à les aider à passer à cette transformation digitale. Donc, encore une fois, ça peut être une rencontre intéressante. Au-delà, former un jeune, c'est il y a qu'à... C'est plus, je pense, facile de former un jeune qui a envie de découvrir, qui a envie d'avoir de l'expérience, parce que comme le disait votre invité, nos jeunes souffrent de diplôme, de manque de diplôme, mais ça, c'est pas grave, on va les accompagner sur un projet, il y a des formations. Une fois qu'ils ont découvert le métier, qu'il y a un petit peu d'expérience, ils ont envie de se former. C'est vrai que des fois, c'est la machine à l'envers qui se passe. Donc, les entreprises viennent à nous, puisqu'on est prescripteur aussi de contrats aidés, parce qu'on les aide à centraliser, à sourcer en fait les talents.
et qu'on est là pour accompagner l'entreprise avant l'embauche, pendant l'embauche, après l'embauche, que ce soit pour le jeune, pour l'entreprise. Nous, on est là. Oui, c'est bien que vous Et c'est fassiez voilà, remarquer cela. c'est sécurisant pour les deux. Et ce qui est important, c'est que d'un côté, moi, ce que je retiens, c'est que vous cherchez à donner envie en fait aux jeunes à revenir vers vous, à venir vers vous, faire des formations pour être opérationnels. Et puis, il y a aussi le fait de donner envie aux entreprises pour que quand la rencontre se fait entre le jeune et l'entreprise, ça soit pas, je dirais, une difficulté, mais que ça soit au contraire une opportunité. Tout à fait. Pour y arriver. Alors écoutez, merci beaucoup Séverine Garcia pour vos réponses. Elles sont très concrètes. Avec David Potrel, nous avons maintenant un panorama qui est complet des missions de locale Vallée de Montmorency. Alors si nos auditeurs veulent retrouver toutes les informations, il y a un site internet où ils peuvent aller. Je vais vous laisser donner l'adresse. Alors, je ne sais pas d'ailleurs. Très bien. Je ne vais pas sur mon site internet, désolé. Alors www.mlvm comme mission locale Vallée-Montmorency.asso.fr. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette complémentarité. Ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive notre émission avec notre dernier invité, Joseph Viéville. Mais avant cela, écoutez, un petit peu de musique et nous nous retrouvons ensemble ensuite. C'était formidable. Ouais. Formidable. Nous sommes de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes avec David Potrel, directeur de la mission locale Vallée-Montmorency, Séverine Garcia, chargée de la relation entreprise au sein de la mission locale, également de Montmorency, et Joseph Viéville, qui est cofondateur et co-dirigeant de la société Le Five, dont le concept est la pratique du football en indoor et sur du gazon synthétique. Alors, Joseph Viéville, on va faire l'interview avec vous. Vous vivez actuellement une situation qui est extrêmement difficile, puisque vos centres sportifs Le Five sont fermés. Et nous allons en parler en détail, mais avant cela, je souhaiterais que vous nous disiez quelques mots sur vous, sur votre parcours et comment est née cette idée de foot indoor. Que vous nous racontiez votre histoire. Bonjour, donc mon histoire, elle démarre, bon, j'étais encore étudiant, on était en 2006 et j'imaginais créer ma société puisque c'était ce qui me motivait. Et comme j'étais étudiant, j'avais pas forcément toutes les contraintes d'un entrepreneur qui se lance avec une femme et 3 enfants, et des loyers, des crédits, je ne sais quoi. Donc je me suis laissé aller à imaginer un projet dans un domaine qui me passionnait. J'ai pensé au sport, je pensais au foot. Et du coup, j'ai déroulé le fil et en fait, j'ai imaginé un lieu où on pouvait jouer au foot facilement, comme on peut aller jouer au tennis ou au golf, c'est-à-dire on réserve un espace pour jouer en loisir sans forcément jouer dans un club ou être dans une association quelconque. Ce truc est aussi devenu assez concret à partir du moment où moi j'étais en stage, je ne sais plus où, mais ouais, non, je ne sais plus où d'ailleurs. Je traversais tout Paris pour aller dans mon stage. De l'autre côté, j'allais faire j'étais à l'école en alternance et je vivais, j'avais quitté le domicile chez mes parents et je vivais avec une copine de l'époque aussi à l'autre bout de Paris. Bon, tout ça faisait qu'à un moment donné, ça devenait contraignant et dans ces moments-là, on délaisse le sport. C'est ce que font beaucoup de gens en fait. Parce que moi, ce à quoi j'étais confronté, c'est ce à quoi étaient confrontés beaucoup de gens. Le sport est le fusible principal, premier, quand on commence à subir, connaître des contraintes de la construction de la vie, quoi. Et du coup, parce que le foot en club, c'était 3 entraînements par semaine, un match le week-end, c'était à côté de chez mes parents, à Stein, et du coup, je pouvais plus. C'était plus possible. Voilà, et en fait, du coup, ça a été une des motivations pour écrire ce projet de lieu où on pouvait réserver un terrain, parce que se dire qu'on arrête le foot, ça filait le vertige en fait. On se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais jouer quand? Comment? Alors que le truc fait partie de ma vie depuis que j'ai 6, 7 ans. Et voilà, donc bon, je trouvais que c'était cohérent. Et voilà. Et puis quand le truc a vu le jour en 2008, après un premier échec en 2006, et puis je suis revenu assez vite après avoir passé 2 ans à essayer de gagner ma vie en tant que commercial. Je suis revenu assez vite, on a réussi à monter. Je voyais dans les photos qui déroulent, qui sont diffusées dans le studio, là, qui vous aviez reçu, Luz Fernandez. Luz Fernandez a été un des gars que j'ai été voir, c'était un de mes premiers associés.
en 2008, par exemple, qui a cru en ce projet avec d'autres mecs qui avaient de l'expérience, une renommée, un peu d'argent et qui ont misé sur ce projet-là que je portais avec mon frère et un ami. Et du coup, en 2008, le Five est né dans un entrepôt à Bobigny, un entrepôt qui servait à du stockage. On était en 2008, la crise était là, le marché de la logistique se portait moins bien, et le propriétaire, on a su le convaincre qu'on pouvait faire autre chose que du stockage dans son bâtiment, et on a mis 5 terrains de foot avec du gazon synthétique, on a mis un bar, des vestiaires, on a créé un lieu de vie dans un bâtiment qui ne s'y prêtait pas, dans une zone industrielle qui ne se prêtait pas à l'usage et à la pratique sportive. Et ma crainte de me dire que j'étais peut-être tout seul à penser que ça pouvait marcher, elle a vite été balayée parce que j'ai eu la chance en tout cas pour un entrepreneur, d'ouvrir la porte le 1er novembre 2008 de mon premier centre. Et le monde est arrivé tout de suite. On a connu le succès d'entrée de jeu. C'était immédiat, donc on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une vraie attente, un vrai besoin. Oui, c'est déjà une belle histoire. Et aujourd'hui, le Five, je l'ai dit en quelques mots en introduction, votre concept, en fait, ce n'est pas que faire du football. Je reprends le terme que vous venez d'utiliser, c'est un lieu de vie. Il peut se passer beaucoup plus d'autres choses que de jouer au foot. En fait, on a voulu évidemment créer un lieu où on pouvait réserver un terrain pour y jouer sans contrainte, quand on voulait. La seule contrainte était de payer, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait une opposition entre le sport le plus populaire, où on joue dans la rue avec une paire de chaussettes s'il faut, et le fait de payer aujourd'hui pour jouer au foot. Sauf qu'en réalité, on paye tout. Et pourquoi on ne paierait pas pour faire ce qui fait partie de nos passions les plus fortes? Donc, en dehors de ça, sans contrainte, c'est-à-dire qu'on peut réserver un terrain à l'heure qu'on le souhaite. On peut se garer si on vient en voiture, on a des vestiaires qui sont sympas, on a un bar. Et donc, en réalité, on a gommé tout ce qui était contraignant, de jouer à l'extérieur, quand il faisait froid, sous la pluie, de devoir venir à des entraînements, etc. Là, on vient librement quand on le sent, quand on a envie. Voilà. Et on a aussi, en plus de gommer les contraintes, on s'est dit, on va essayer de garder l'essence. L'essence, c'est le plaisir. Le plaisir de quoi? De jouer, mais de jouer avec qui? De jouer avec ses potes, de jouer avec les gens qu'on aime, des gens qu'on a envie de retrouver. Et comme je disais tout à l'heure, que la société dans une grande ville française ou ailleurs d'ailleurs, était une société faite de contraintes où les déplacements étaient compliqués, où le temps en fait était compliqué d'avoir. On se rend compte surtout à Paris, c'est qu'on manque de temps. Donc on a créé un lieu où on pouvait joindre l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'agréable, c'est-à-dire de dire à ses potes, on va se voir au Five, on va jouer, puis après on va se raconter nos vies, on va se poser, on va rigoler, et on va faire ça dans le même créneau horaire, on va se réserver une soirée, ça va être la nôtre, et voilà. Et du coup, pour ça, il faut que le lieu s'y prête. Donc évidemment qu'on a mis des terrains, mais on n'a pas fait que ça, on a mis des lieux sympas où on regarde un match de foot, où on se pose à boire une bière, à boire un coca, voilà, on est dans un canapé, on est entre potes, et puis on refait le monde si on a envie de refaire le monde, ou on refait le match si on veut juste refaire le match. On passe un bon moment, quoi. Il y a le sport et puis il y a aussi le bon moment qu'on passe aux alentours. Alors dites-moi, concrètement, en fait, vous l'aviez un peu évoqué, concrètement, en fait, pour le client, comment ça se passe? Il réserve un créneau? Combien ça coûte? Dites-nous comment ça fonctionne. Oui, alors, il y a plusieurs façons de pratiquer au Five. On peut, c'est la part la plus importante de notre activité. On peut tout simplement réserver un créneau. Il faut s'y prendre parfois un peu à l'avance si on veut jouer à 20h un jeudi, par exemple. Évidemment, il y a les systèmes d'heures creuses, heures pleines. Donc, en dehors de ça, on peut aussi s'inscrire à des championnats qui sont des championnats loisirs. Donc, en fait, on remet un peu de compétition. Mais au-delà d'avoir de la compétition, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir par avance. Maintenant qu'on a un calendrier établi et qu'on va affronter des gens qu'on ne connaît pas forcément, donc on va aussi faire des rencontres, les rencontres de ses adversaires, on va avoir un petit cadre parce qu'il y a un arbitre et puis il y a des résultats qui tombent. Alors la compétition, c'est pas parce qu'on a décidé de ne plus être en club et de ne penser qu'à se faire plaisir que la compétition n'a pas sa place. La compétition, c'est quelque chose qu'on a en soi, on aime bien ça, et puis voilà. Donc à 50 ans
30 ans de vie sans football, on a le droit on peut s'y remettre dans un petit championnat loisir sympa, retrouver un peu l'adrénaline et ce qui nous plaisait quand on était plus jeune. Voilà, ça c'est possible. Donc il y a la ligue, ça s'appelle les ligues. Donc il y a le foot loisir, on réserve un créneau, les ligues. Et puis après, en fonction des publics, il y a différentes offres. Évidemment, il y a les anniversaires qui marchent très très bien, où les papas, les mamans réservent pour l'anniversaire de leur fils de 8 ans un terrain et un goûter, voilà, le samedi après-midi, le dimanche, le mercredi, peu importe. Bon, voilà, différentes offres. Les prix, en gros, en fonction des horaires, ça va, le terrain va de 50 à 120 euros. Donc, on y joue à 10, donc de 5 à 12 euros par personne. Pour une heure? Pour une heure, tout à fait. Bon, les prix aussi en fonction évidemment des horaires du jour et des lieux aussi, puisque à Paris c'est un peu plus cher qu'à Bourges, par exemple. Voilà, mais déjà, vous donnez un ordre d'idée, en fait, c'est à peu près 10 euros par personne pour venir passer une heure. Souvent, voilà, c'est un billet de 10, 15 euros parce qu'on boit un petit coup après, mais on a fait son sport et on a vu ses potes. Une fois tous les 15 jours, c'est bien, c'est le bon rythme. Si je peux me permettre un jugement, c'est que c'est quand même un tarif tout à fait raisonnable par rapport au temps et au bon moment qu'on va passer avec des amis. Ouais, après, tout à fait, c'est du loisir, on va le comparer à du cinéma, on va le comparer à aller boire un verre en terrasse, je sais pas, c'est souvent ce qu'on sort de sa poche quand on veut se faire un petit kiff. Voilà. Ouais. Alors, dites-moi, le Five, moi ce que je voudrais, c'est vous interroger aussi sur son développement, parce que vous avez connu, vous l'avez dit là, le premier c'est 2008 à Bobigny, mais vous avez eu un développement qui a été très très fort. Oui. Combien vous avez de centres aujourd'hui? 40, hein, c'est ça? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien ça? 40 centres. 40 centres. Premier Bobigny, donc succès immédiat, et on a vite compris qu'on avait à gérer dans les premières années une pénurie de terrain, de place. Une pénurie de place. On développait comme on pouvait nos offres sur les temps creux, la journée. Vous imaginez bien qu'en journée, c'est pas parce qu'on était full le soir à refuser du monde pendant 2 mois qu'on avait c'était le cas également dans la journée. Dans la journée, on avait nos terrains vides, ce qui nous a poussé à développer aussi un autre aspect de notre métier qui est le social, le caritatif. Voilà, j'y reviendrai. Mais notre développement, on a tout de suite compris qu'il valait mieux ouvrir un deuxième site pour pouvoir pallier à la demande. Et c'est ce qu'on a fait. On a été suivi par les banques. Donc on a réussi à ouvrir un deuxième site. Et ce deuxième site a mis un peu plus de temps, mais a rencontré le même courbe de succès. Et là, on était face à une question où qu'est-ce qu'on voulait faire, est-ce qu'on voulait garder ces 2 sites parce que c'était difficile d'aller réemprunter pour un 3e dans ce même laps de temps, ou alors accepter les quelques offres et sirènes qui commençaient à sonner de la part d'investisseurs financiers qui nous proposaient en fait de dupliquer le modèle. Et donc on a dit ok, on va le faire. On va faire ça, de toute façon, ce qu'on veut faire une fois, c'est quand même une belle opportunité de le faire 10, 15, 20, 30 fois, si ce qu'on est en train de faire, on pense que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que... Voilà, et alors, il y a une notion aussi que j'aimerais que vous évoquiez, c'est que vous offrez un autre sport, vous avez développé le padel, c'est ça, hein? Ouais, c'est pas simple de tout vous présenter. Oui, je sais bien, c'est pour ça que... Parce que je veux que les gens comprennent bien aussi d'où ça vient et ce que c'est aujourd'hui, parce que c'est intéressant de parler de ça. On est parti du besoin. Voilà. Et en 2014, on a commencé à mettre des terrains. Alors, évidemment, l'ADN, c'est le foot. On est plutôt dans le foot. Mais l'ADN, c'est le plaisir et le fait de pratiquer un sport un peu différent. Le foot à 5, c'est un sport une forme beaucoup plus ludique de pratique du football que l'est le football traditionnel, parce qu'on touche plus le ballon, c'est modèle réduit, et on nivelle les valeurs des joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des palissades qui permettent au ballon de ne jamais sortir, donc de revenir. Donc, le gars qui n'est pas très technicien, il va louper la balle, mais elle va revenir, elle sera dans l'air de jeu et ça passe. Donc, un gars avec qui on n'a jamais joué au foot quand on était plus jeune, parce qu'on avait un niveau d'exigence un peu élevé et qu'on se disait on ne va pas jouer avec lui, il est trop faible, ou voilà, on ne va pas s'amuser. Au foot à 5, c'est gommé. C'est gommé, ouais. Le gars vient, bon, il est toujours un peu plus faible, mais c'est pas grave, ça passe. Ouais. Et
le padel, on a réfléchi à l'implanter parce que c'est à peu près les mêmes caractéristiques pour le tennis que Oui. le foot à 5 et pour le foot. Donc modèle réduit, format réduit, ludique. Oui. Alors dites-moi, Et ça marche bien. Ouais. je regardais le temps parce qu'effectivement, mais votre sujet est très intéressant et je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quand même un point que je voudrais qu'on relève, c'est qu'en termes de développement, vous avez exporté aussi votre produit, si je peux, votre concept. C'est universel, le padel, le sport est universel et les Français ont envie d'entreprendre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en France et il s'avère que ce truc-là, il y a beaucoup de Français qui nous ont sollicité pour le faire à l'étranger. Et vous êtes aux États-Unis. Donc oui, avec des Français on a franchisé aux États-Unis. Voilà. D'accord. Alors, parlons maintenant, il y a un sujet qui est le sujet qui vous concerne, qui nous concerne tous, mais plus particulièrement d'actualité, c'est la situation avec le Covid. Et pour expliquer comment nous avons préparé nos émissions, dans le cas présent, nos premiers contacts, en fait, ils remontent à mi-septembre. Et on avait décidé de parler de votre rentrée sportive avec l'ouverture des 4 nouveaux complexes. C'était la Courneuve, Paris 17, Paris 18 et Montreuil. Et montrer comment également vous vous inscriviez dans la dynamique de développement du sport dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2020, et puis patatras, le Covid deuxième vague, mesures sanitaires strictes avec application quasi immédiate. Donc pour vous, conséquence numéro 1, vous êtes dans l'obligation de fermer vos centres. Alors pour entrer dans le vif du sujet, j'ai lu votre interview que vous avez donnée, et il y a une phrase qui m'a interpellé, vous avez dit « Dès demain, si on doit mourir, autant garder la tête haute ». J'ai été interpellé là. Ouais. Vous pouvez développer? Ça c'était en réponse. En réalité, on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se bat contre des moulins, on se démène à en perdre la force, l'énergie, l'esprit même, ou alors on continue à avancer en fonction de ce qu'on sait faire et avec ce qu'on sait faire. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est aussi offrir des terrains de jeu au plus grand nombre. Et là, on nous a permis de continuer à ouvrir pour les gamins. Donc on a fait gratuité pour tous les enfants dans l'ensemble de nos centres, jusqu'à ce qu'on puisse même plus le faire avec le confinement voté il y a 15 jours ou une semaine, je ne sais même plus. Enfin, bon, bref. Et ça, c'était ce que j'imaginais en répondant en répondant à l'interview qu'il y a quelques... C'était ça, oui, tout à fait, c'est une interview que vous avez donnée. Donc voilà, je disais ça, et puis de toute façon, on va se battre, on va continuer à se battre, à faire valoir les bienfaits du sport, les bénéfices du sport, l'incohérence des décisions qui ont été prises, qui, même si aujourd'hui on est en confinement et des mesures sanitaires de plus en plus strictes, moi ça ne change rien dans ce que je pense, et que ce sont des décisions politiques qui n'ont pas de sens, et le sport doit, je le disais tout à l'heure en commentaire, doit continuer à vivre parce que c'est sain et c'est nécessaire pour la société et les Français. Et nous, on devrait un peu plus nous regarder et regarder ce qu'on apporte plutôt que de nous fermer sans même regarder nos protocoles et ce qu'on est capable de faire et d'organiser. Alors je vous pose la question, mais je me doute de la réponse. Bien sûr, vous appliquez de manière stricte toutes les restrictions sanitaires, toutes les règles sanitaires. Alors, on les appliquait avec rigueur depuis le 22 juin et on aurait aimé qu'on puisse nous faire des commentaires sur l'application de ces protocoles et sur la manière dont les gens jouent chez nous. Vous avez eu des cas de coronavirus? Zéro recensé par l'ARS, zéro. C'est-à-dire zéro depuis le 22 juin, aucun appel des ARS dans aucun de nos centres. Ok, écoutez, il y a un dernier sujet, même si on est pressé par le temps, je voudrais que vous en disiez 2 mots, c'est le sujet qui vous tient à cœur, c'est le besoin de reconnaissance des loisirs sportifs. Des loisirs sportifs au sein de l'écosystème du sport, il n'y a pas que la compétition. C'est juste, si je peux attirer l'attention des auditeurs sur ce point-là, la crise sanitaire, aujourd'hui, il y a des réponses du gouvernement, des réponses, parce que pour survivre, il faut avoir des mesures économiques qui correspondent à nos attentes. La culture, c'est 2 milliards de subventions, le sport, c'est 120 millions. Et pour nous, le sport est aussi important que les cultures, pour nourrir les Français. Merci beaucoup, Joseph Viéville. C'est moi.